Allons-y. Voilà, nous débutons la session numéro 85 et nous avons là euh, enfin nous sommes, il y a 5 écrans, mais l'un de nos participants, Denis, est aussi sur Wininfo. Il a un problème de connexion. On va voir si durant la session, la chose peut être résolue. Et on pourra communiquer donc à ce moment-là, à trois ou quatre. En tout cas, euh, voilà. Cette session actuelle, je vais la- l'occuper, enfin, je vais y présenter un diaporama. J'utilise souvent ça. C'est un diaporama. Elle ne va rien apporter de bien nouveau, mais elle va essayer de, de répondre ou d'éclairer le chemin que nous avons parcouru ou la construction théorique et pratique et psychanalytique, donc la construction de l'argument qui fonde ou qui justifie la raison d'être d'une conservation de l'ADN. Pourquoi est-ce que il est utile? Pourquoi même serait-il éthique, recommandé de conserver son ADN et pourquoi? Et nous sommes arrivés à poser cette question au terme donc d'un peu plus presque 2 ans de webinaire. Et durant ces 2 ans, une compagnie s'est construite qui s'appelle DNA Leg et avec 2 sites, dnaleg.com et puis un autre site qui s'appelle ADN et moi. Denis, vous voilà, on vous entend, on vous voit. Vous aviez des problèmes techniques? Ne m'en parlez pas. Ah, d'accord. Bon, ben là, on en parlera plus tard. Là, Oui. on va se tenir à notre thème. Bon, est-ce que je commence tout de suite le diaporama? Ben oui, vous pourriez y aller, Oui, hein. Oui. on va aller. OK. Donc, Bonsoir à vous d'ailleurs. oui, bonsoir. Et d'ailleurs, ce diaporama, je l'avais bien préparé, je l'avais fait. Oh, attendez, il faut que je le nettoie un petit peu et on va pouvoir le dérouler. Hmm. Voilà, il commence avec... euh, non, il devrait commencer. Attendez, je suis encore obligé de faire... Voilà, vous le voyez sans doute. Ça y est. Oui, Il c'est bon. commence avec un schéma de psychologie. Je vais retirer ça. Je vais retirer ça aussi. Là, vous ne voyez que l'écran simplement, hein, sans Oui. doute. Mhm. Et je vais un petit peu le mettre en forme. C'est un schéma de psychologie qui nous vient c'était l'école de Palo Alto, ça a été le début de la cybernétique. La cybernétique avait été bien commencée, disons, c'est des années 70, hein. Cybernétique commence en 50, mais à Palo Alto, en Californie, il y a 20 ans de cybernétique, c'est l'écologie qui débute, enfin, une écologie qui débute, et le, nous avons là un modèle qui explique que, en fait, le mari ou la femme, ici le mari, en fait, pour la femme, ce mari, c'est le père de la femme. Donc on a l'homme,
Et A pour B, c'est en fait l'image du père. L'homme représente, si on peut dire, l'image du père. Et réciproquement, l'homme, A, B pour A, c'est la maman, c'est l'image maternelle. Donc ça, c'était 1970, Palo Alto, une psychologie et oedipienne, on va dire, hein, c'est l'Oedipe, l'attachement, les origines affectives liées aux parents, et donc l'imaginaire qui se construit comme ça. Mais la psychanalyse a apporté quelque chose d'autre. Elle se dit finalement, cet homme a ici, ou la femme inversement, mais réciproquement également, mais cet homme se dit en fait, comprend ce système. À partir du moment où on comprend ce schéma, l'homme va se retrouver, va se dire, bon, donc l'image paternelle me représente. Donc l'homme va se trouver là. Et là, c'est la méthode, c'est le schéma psychanalytique qui modélise le fait que lorsque l'on comprend notre psychologie et qu'on comprend que pour l'autre, on est une représentation pour l'autre et que l'autre, on ne se rencontre pas directement, c'était l'idée il n'y a pas de rapport sexuel ou de choses comme ça. À ce moment-là, on s'imagine de l'autre côté, enfin de représenter euh, comme ça. Alors, est-ce que c'est clair ça? Est-ce Oui. que... Oui? Bon, donc, ça, c'est des choses de base, hein, 1970. Maintenant, on va redescendre bien plus avant, en 1415, le début de la perspective, et c'est un rappel, donc, que là, nous avons ce jeu de miroir, hein. Comment est-ce qu'en 1970, on a une psychologie qui comprend que l'on se regarde à travers une représentation? Le mari s'imagine à travers la représentation enfin, ce qu'il représente pour sa femme. Et donc, en 1415 commence l'idée de l'objectivité scientifique. C'est après l'hermétisme, où c'est là où l'hermétisme culmine. Et c'est l'époque où on va, un siècle plus tard, c'est Galilée qui découvre le centre de gravité. Ici, nous avons le centre optique, la pupille, le centre d'un tableau. Donc, on va faire que le grand architecte Brunelleschi, à l'époque, avait fait du baptistère. Il avait peint le baptistère sur un tableau, il l'avait mis devant son visage, à l'envers, ce tableau, et il regardait dans un miroir la peinture qu'il avait faite, de sorte que les deux images dans le miroir et l'image réelle se superposaient. Et donc, on va voir ce qui s'est passé à présent. Donc, à partir de cette époque, c'est le début de la Renaissance, ou disons, c'est la Renaissance. Alors, je rappelle comment fonctionne ce schéma. Là, on va prendre ici Brunelleschi avait pris, ça s'appelle le baptistère. C'était à Florence peut-être, c'était un monument. Et vous remarquerez bien quelque chose, c'est que si, attendez, on va le mettre comme ça. Si ici, euh, si ici l'homme, le mari, veut effectivement que, comment dire, souligner, si on peut dire, ou la présence de l'image paternelle. Ce qu'il va faire, on l'a dit, s'imaginer qu'il est représenté par cette figure, mais ce qu'il va faire, il va surtout, ici c'est le sujet, il est barré, c'est le lacanisme qui dit qu'à ce moment-là, le sujet se tait, il est muet.
c'est pour ça que le psychanalyste ne parle pas. C'est-à-dire, il est ce qui le bâtit, ce qu'il construit, ce qui permet de bâtir ici une image idéale, c'est le comportement, le geste ou la retenue, c'est-à-dire se taire. Et quand on est silencieux, quand le sujet devient ici alors après, on théorise la pulsion de mort ou le réel, enfin différentes choses. Donc, il ne peut le faire, il ne peut faire euh, ce mouvement que en se taisant. Et donc, nous avons ici le baptistère qui est peint par Brunelleschi et donc Brunelleschi l'a pris comme ça. Il l'a euh, je le mets comme ça. Il l'a peint, il l'a mis sur le tableau, sur son tableau. Il l'a regardé, il l'a mis à plat sur le tableau et il le regarde maintenant dans le miroir, hein. Et on voit que, il obtient une, une perspective euh, que l'on va, que l'on retrouve comme ça, hein. Donc, si nous rapprochons notre modèle psychologique, nous avons ici l'homme, l'image paternelle. Ici, j'ai gardé love, l'amour au niveau du cœur, parce que, il y a un rapport entre la tête et le corps qui, qui est assez important, que l'on verra, qui est important en psychologie, hein. Il y a le lieu des émotions. La psychologie n'est pas que mentale, hein. Donc on va le garder pour le moment un petit peu, le fait qu'il y a une énergie particulière qui est organisée dans cette expérience de perspective. Et voici donc ce que fait l'homme dans son état à ce moment-là narcissique. Son narcissisme lui permet de se produire de manière imaginaire et de répondre en cela donc à la situation libidinale de oedipienne où un individu est représenté par une image parentale, hein. Eh bien, ça, c'était l'époque, cette époque-là, cette époque de Brunelleschi, c'était la fin de ce qu'on appelait l'hermétisme. L'hermétisme, donc ici, nous sommes au sommet de l'hermétisme ou à la fin. L'hermétisme, on peut dire, se termine en 1615, en 1600. Son dernier pape, son dernier prophète, son dernier représentant, si on l'identifie, si on y trouve Giordano Bruno. Giordano Bruno est exécuté en 1600 et c'était, on peut dire, le dernier représentant herméticien. Et l'hermétisme, donc, à cette époque, avait réussi à concevoir notre rapport au monde ou notre position dans le monde de cette manière où, dans une représentation, le sujet pouvait se mettre à la place ou dans sa représentation et pouvoir s'imaginer comme ça. Donc on voit ici ce simple euh, exercice, ou bien comme celui-ci, hein, et c'est à partir de là que nous évoluons. Là, nous sommes en 1500, 1600. L'hermétisme va être aboli, va être interdit et donc censuré. Ça se termine sur des bûchers. On ne parle plus du tout de cette doctrine. Et nous entrons dans la science avec la biologie. Et la biologie, c'est cette science qui nous permet, on va le faire comme ça, euh, euh, finalement, d'accomplir ce saut dans l'imaginaire. C'est que le sujet, ici, dans le Brunelleschi, dans le vase, va se trouver, se projeter dans le baptistère, hein, si on peut dire, c'est-à-dire va se taire et va se trouver dans son image
comme donc on a vu, ce saut est déjà scientifique, hein. Cette opération du mari qui s'imagine dans la représentation, ou de l'homme ou de la femme, hein, mais du sujet qui s'imagine dans la représentation, c'est le début de la science, et c'est la biologie. Et dans l'histoire des sciences, la biologie, ensuite, c'est précisé en anatomie et en neurologie. Nous avons ici la neurologie qui montre ce qui se passe au moment où cette biologie, cette émotion de la personne qui se regarde, ce stade, on va dire, narcissique, commence à mettre à la place de son émotion et se rend compte que c'est son cerveau qui produit, au lieu d'une figure magique et sentimentale, ici, son cerveau va produire, en fait, on a ici la paroi du cerveau, hein, c'est Lacan qui nous propose d'imaginer ici le cortex, et le cortex va voir que notre corps est en fait une fonction créée dans le cerveau qui réfléchit le corps par les voies neurologiques de projection. Une chose tout à fait importante et puis on va faire une petite pause, mais une chose tout à fait importante, c'est que dans cette construction, quand Lacan décrit la neurologie en suivant ce schéma, cette image-là, il va l'appeler, l'image ici, donc soit du tableau, soit du corps, hein, donc cette image-là, Lacan va l'appeler l'image réelle. C'est ici qu'il va situer le réel, dans ce qu'on a dans la tête, dans ce qui est perçu de l'extérieur ou du corps, dans ce qui est réfléchi ici, nous avons notre cerveau, et ce que notre cerveau forge ou reproduit en son intérieur, Lacan l'appelle l'image réelle, et nous l'avons ainsi, on peut l'exprimer comme ça. Cette image-là, à partir du moment où on fait de la neurologie, on appelle ce tableau l'image réelle, comme si nous appelions le, le, le baptistère qui était là, comme si nous disions que son image réelle est ici, dans le cerveau. Et il ne faut pas croire qu'il y ait quelque part sur une place à Florence une image réelle du baptistère. Le baptistère reste quelque chose qui est étranger au corps humain, qui est fermé dans son hermétisme, et sa réalité, ce qu'ils appellent le réel, c'est dans son cerveau. Bon, je fais une petite pause ici et on voit s'il y a lieu qu'on en discute. Est-ce que c'est une conception que vous, que vous pensez descriptive, ou bien y a-t-il des choses à préciser, à expliquer? Donc là, on a bien compris que ce que l'on prend pour réel, c'est en fait ce qu'il y a dans notre tête, hein. On se fait à ça. On sait, par exemple, dans la caverne de Platon, Platon explique que ce qu'on prend pour réel, ce sont des ombres dans la caverne. C'est la même chose. Voilà, nous avons il y a une petite précision pour les gens cultivés que nous sommes, où il faut se rappeler que, chose très importante, hein, et que les psychanalystes n'ont pas bien relevé, c'est que dans la caverne, quand on lit le mythe de la caverne de Platon, il y a ces fameuses ombres. Et Platon précise que, en fait,
tout le monde parle dans cette caverne. Il y a du brouhaha, les gens qui portent les figurines, qui font des ombres et tout ça. Il y a- il y a- tout le monde parle. Et les voix se concentrent, comme cette image réelle qui est dans le cerveau, enfin qui est projetée dans le cerveau. Platon dit qu'il y a des voix qui se concentrent au cœur de la caverne, exactement comme dans le modèle psychanalytique de Lacan. Et Platon dit, et c'est pour ça, ce sont ces voix réelles, ces concentrations de voix, puisqu'on sait que dans des cavernes, on peut concentrer des voix, et ces gens à l'époque connaissaient bien ça. C'est pour cela que les habitants de la caverne pensent que les ombres ont des âmes, parce que il y a non seulement les ombres, mais il y a aussi ces voix concentrées qui, que Platon prend en compte et que nos philosophes ou nos enseignements actuels ont oublié. Mais je le précise parce que on voit que dans le modèle psychanalytique qu'on est en train d'étudier de Lacan, en fait, ce que Lacan fait avec la lumière et avec ses images réelles, Platon l'avait déjà fait, enfin Platon et les gens de l'époque l'avaient déjà fait avec des voix réelles. Il pensait qu'il y avait des, bon, je continue l'exposé, donc partager l'écran. Donc ici, nous sommes en train de reconstruire, à partir donc du début de Brunelleschi, début de la Renaissance, nous sommes en train de reconstruire ce qui a succédé à l'hermétisme, ou bien nous retrouvons l'hermétisme. Ça sera à discuter ensuite, mais on reconstruit quelque chose. Et, euh, et voici ce qui s'est passé une fois qu'on a... Donc, je l'ai précisé, je l'ai dit, ça, en fait, c'est la caverne. Vous avez ici les prisonniers, vous avez ici les ombres, mais pour Lacan, c'est un miroir. Et les ombres réfléchissent les images des prisonniers. Et les dirigeants de la caverne, l'élite, les initiés, voient ce montage. C'est ce qu'on appelle les idéaux, mais qui ne sont pas sortis de la caverne. Le, le, pour être complètement éveillé, il faut sortir de la caverne. Alors, euh, ensuite, on va assister à une résistance, à quelque chose qui va plutôt se traduire comme une... Après la neurologie, c'est Freud, typiquement Freud, si on peut dire, bon, il y avait Charcot qui voulait dépecer le cerveau des gens qui l'hypnotisaient. Mais Freud, ensuite, à la même époque, donc a commencé à créer la neurologie en utilisant la cocaïne qui lui a donné l'idée des circuits synaptiques et les premiers réseaux synaptiques. C'est tout de même Freud qui les a décrits. Et puis, donc là, on est dans cette neurologie. On voit les réseaux synaptiques qui forment cette image réelle. Et après, Freud est apparu la cybernétique, et c'est le moment de Lacan. Et à ce moment-là, la cybernétique, elle va nous présenter une autre étape d'évolution. C'est-à-dire que va apparaître l'appareil et l'image virtuelle. Et à ce moment-là, dans la cybernétique, ben, le corps ne compte plus, en fait. Le corps est devenu dans la machine, on appelle ça le transhumanisme, enfin pas le transhumanisme, on appelle ça le cyborg, l'humain qui disparaît dans la machine. La machine prend la place de l'humain, elle assume euh, sous la conscience, si on peut dire, toutes les opérations de traitement du corps et l'individu lui-même a disparu. Et c'est ce que certains pensent être la menace actuelle. Donc, quand nous avons ce qu'on appelle un appareil, une image virtuelle, ici, nous avons ce A bon, qui donne la cybernétique. Et euh, ensuite, nous revenons à cette psychologie
de, on va le décrire comme ça, si vous voulez. On va le faire graduellement, parce que une fois que nous sommes arrivés à la cybernétique, c'est 1950, hein, et, et donc euh, en 70 va apparaître l'écologie et va apparaître cette psychologie de Palo Alto. Et on voit revenir dans le monde cybernétique, on voit revenir la, la psychologie qu'on a décrite tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est au désir de l'autre que le sujet, ici le sujet barré, hein, va pouvoir se projeter dans la figure qu'il avait, qui le représentait, ou derrière cette figure, et nous allons à ce moment-là introduire, avec la psychologie, la notion du désir dans cette conception du monde. Donc, si on résume la chose, au moment de la cybernétique, il n'y a pas, le désir est annulé, il est remplacé par la machine. Avant cela, nous avions, attendez, il faut que je le replace comme ça. Avant la cybernétique, nous avons cette neurologie. Donc la cybernétique qui est le comble de la neurologie scientifique, donc qui fait disparaître l'humain. On voit ça dans certaines psychiatries actuellement. Et donc une psychologie restitue l'imaginaire du psychisme et basé sur le désir selon le modèle qu'on a vu tout à l'heure, hein, si on mettait ici la femme et la mère en dessous. Et, et c'est là où va se passer une autre étape euh, qui est l'étape actuelle, je pense, où apparaît réellement la science. Le scientifique va dépasser le pur machinisme de la cybernétique. Il va aussi prendre la psychologie de manière scientifique, c'est la psychanalyse, qui va mettre à la place du miroir, il va mettre une fonction. On va voir ce que c'est que cette fonction, hein. Mais une fonction mathématique par rapport simplement à le miroir qui est en fait une succession de semblants, hein. Là, nous allons avoir des algorithmes mathématiques et le corps va réapparaître à ce moment-là, non seulement la pulsion, mais nous allons retrouver le corps. Or, cette fonction, elle, elle était inscrite dans ce qu'on appelle une fonction psychanalytique. Donc voici ce que c'est le logo. Ce logo, c'est la psychanalyse plurielle, c'est ce que j'appelle une association qui s'est appelée une fonction psychanalytique. Et elle a pris ce logo pour signifier cette chose-là, pour signifier cette étape de la psychologie quand elle devient scientifique et que le corps est retrouvé, le corps qui était perdu d'abord dans la machine, dans la cybernétique, qui était retrouvé comme simplement un alibi, l'alibi de eau, si on peut dire, hein, qui était retrouvé comme l'alibi d'eau. La science va restituer réellement la connaissance d'un corps qui est celui que la science connaît, mais ça se passe par une fonction. Cette fonction, c'est une fonction psychanalytique où ici nous avons une, et donc ici le psychisme, on va le détailler plus tard. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous pouvons tirer de tout cela? Nous sommes arrivés, on peut dire, à un stade
élaborée de la connaissance, hein. Euh, Nous avons montré comment, par étapes des prémices de la Renaissance, nous sommes arrivés à un système où l'individu peut s'imaginer, l'individu idéal peut imaginer son corps, ou peut réaliser, parce que ça, ce corps, c'est une image réelle. Dans son corps, dans son cerveau, l'individu peut affirmer qu'il a une image de son corps. Mais cette, cette étape scientifique, qui peut-être l'IA pourrait arriver à ce degré-là, elle a les algorithmes, elle a les éléments, elle a des êtres humains pour faire des corps, elle a un appareillage. Euh, Avant cela, qu'est-ce qui se passe pour l'individu lui-même, qui est projeté dans ce monde théorique, dans ce monde potentiel, dans ce monde que la science arrive à décrire? Eh bien, selon la psychologie, en tout cas lacanienne, et ça lui a valu des soucis à Lacan, il le décrit comme ça. Il pense que la, la fondation de la connaissance humaine est une fondation paranoïaque. C'est-à-dire que là où le scientifique s'arrête à voir son corps, le paranoïaque qui va se mettre, si on peut dire, qui va vraiment occuper ce point de vue imaginaire, qui va être, il ne va pas admettre, si on peut dire, qu'il n'est une fiction derrière cette fonction, hein. Ce paranoïaque va vous penser que son corps est habité de, de pulsions. Ça, c'est l'état habituel de l'être humain. C'est comme ça que l'être humain vient au monde, en quelque sorte, euh, réellement, authentiquement, hein, quand il est humain. Il pense que son corps est habité par éventuellement par des autres, par des forces diverses. C'est généralement bien admis, nous sommes habités par des pulsions, nous sommes. euh, eh bien, cette connaissance habituelle, c'est la connaissance, c'est la fondation de notre connaissance humaine. Euh, et elle, je m'arrête ici et voyons si on a des commentaires à faire sur ce passage important parce que euh, il montre, il arrive à un point donc où il met réellement l'existence humaine en rôle, hein, et en perspective là. Est-ce qu'il y a des questions que je pourrais éclairer? Enfin, Oui, donc en fait, on est tous enfants paranoïaques, en fait. Est-ce que ça évolue oui, avec le temps? oui et non. Disons, pour être bien précis, la fondation de la connaissance humaine est paranoïaque. Dire que nous sommes tous Hmm, paranoïaques, c'est la fondation de la connaissance. La, d'accord. euh, On passe par donc, cette phase-là, en fait. oui, notre connaissance est fondée d'une manière, par une structure, euh, on appelle ça la fondation paranoïaque de la connaissance humaine. C'est la base du surréalisme. Ça a été Hmm, largement inspiré à Lacan par Salvador Dali, hein. Et, et- hmm, et donc, la connaissance humaine est fondée sur une construction qui est celle de la paranoïa. Alors après, il va d'accord. peut-être s'en dégager mais c'est pour ça qu'on dit que la personne paranoïaque régresse. On parlait tout à l'heure avant la session, là on parlait de la régression. Euh, c'est vraiment le point, le point de fondation de la connaissance, hein, comme ça.
Bon, je reprends notre cheminement. On a encore quelques étapes à parcourir parce que une chose, là, nous allons pouvoir comprendre, puisque le paranoïaque, il prend ses pulsions oui, il prend ce qui l'habite, ce qui le conditionne, ce qui le contraint, ce qui l'anime, voire peut-être comme un autre, mais comme quelque chose de très réel, puisqu'on dit que même à certains points, il hallucine. Et nous pouvons passer maintenant aux psychonautes, parce que en ce moment, on se pose des questions. Qu'est-ce que c'est que le réel? Et lorsque l'on prend certaines drogues, on entre dans un monde, on perçoit un monde réel. Quel est la- le statut, l'explication, la construction de ce monde réel? Eh bien, l'hypothèse à laquelle en cheminons, c'est que à l'endroit d'ici de l'industrie, ce qui est le début de l'industrie du code, hein, c'est l'appareil, là où nous avons des substances de code, des substances chimiques, dans cette neurologie dont nous avons parlé, ces substances chimiques vont avoir des effets euh, sur la perception interne du corps qui se développe euh, en suivant cette configuration. Elle se développe à l'endroit de cette connaissance de nous-mêmes. Mais cette connaissance que nous avons à partir d'un idéal. C'est à partir du baptistère c'est à partir que le baptistère voit son tableau, si on peut dire. C'est à partir de son idéal paternel que le sujet va pouvoir se voir dans les tout premiers schémas psychologiques. Eh bien là, nous avons la mise en place de de la, de la construction psychédélique ou de ce qu'on appelle la conception antéogène, c'est-à-dire de l'expérience selon laquelle c'est plus une expérience paranoïaque puisque ce n'est pas on est légitimement habité, le corps est légitimement habité est réellement habité par une industrie chimique. Et, et euh, donc voilà, ça c'est pour répondre à certaines questions donc, qui se posent sur les moyens de connaître les autres mondes. Ce que je voudrais oui, dire à ce moment-là, c'est que les autres mondes, où sont-ils? Où seraient-ils en théorie? Eh bien, il est en dehors de la caverne. Si ici si cet ovale, c'est la caverne, les autres mondes, c'est l'extérieur, c'est Y, X, c'est l'extérieur. Donc, le fait de la perception psychédélique, en fait, c'est peut-être quelque chose qui nous vient euh, de l'autre monde, mais en tout cas, elle a lieu dans la caverne, hein. Elle n'est pas exactement dans l'autre monde, euh, et c'est là où nous allons maintenant pouvoir arriver à la construction, à la raison d'être de la conservation de l'ADN, c'est que si on a une industrie qui peut provoquer des connaissances, et comme on dit, bien réelles, hein, on a bien précisé que cette image, c'est purement le réel. Eh bien, si nous avons une industrie ici de laboratoire qui extrait ou qui conserve de l'ADN, nous allons avoir, voici bel et bien ce qui s'appelle une conservation de l'ADN. Là, nous avons et c'est là où des gens m'interrogent. Par exemple, on dit, mais à quoi ça sert de conserver l'ADN? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est simplement un machin. Oui, c'est un machin. Un machin qui est bel et bien réel, qui n'a pas d'autre, finalement, horizon que tout de même de rester dans la caverne, comme les expériences psychédéliques,
Elle n'est pas du monde en dehors de cet ovale, hein, de cet œuf. De même que la perception du notre psychisme euh, par l'antéogène, hein, cette perception de notre psychisme par une stimulation euh, freudienne ou hein, donc est réelle. Nous avons ici une conception réelle de l'ADN, mais nous ne savons pas à quoi ça peut servir finalement. Nous n'en savons pas plus. Nous avons effectivement la conviction que nous sommes, il y a quelque chose de nous qui est posé là dans le corps. Nous avons le vase, notre corps, et puis nous ne savons pas jusqu'à présent quoi faire de ça. Alors, nous sommes à ce point arrivés, par exemple, à rappeler qu'en France, il est interdit d'analyser l'ADN. On peut le mettre dans un tube, on peut le mettre sur sa commode, sur sa cheminée, mais on n'a pas le droit de savoir, de le séquencer. On le voit comme ça, gris, donc la conservation de l'ADN scientifique, il identifie le corps de l'individu, donc on voit le vase et le corps. Ensuite, on peut passer de là à, à ce qui se passe quand on nomme cet ADN. Et donc, lorsque la compagnie, donc ADN et moi, ou bien surtout cette société, donc ADN et moi, propose de la conservation de l'ADN, elle précise de conserver son ADN nominalement. Parce que rappelons-nous que le sujet ici, l'œil qui regarde, qui a conscience qu'il préserve son ADN, il a conscience qu'il est fait d'ADN dans son corps, épigénétique, etc. Ce sujet-là, c'est un sujet qui n'existe pas, en fait. C'est un sujet qui est simplement une projection euh, euh, motivé du désir de l'autre. Hein, on se souvient, il est motivé donc par la relation humaine. Mais c'est le comble d'une fiction, si on peut dire. Hein. Donc, il y a tout lieu, si de même que tout à l'heure, tout à fait au début, le mari, en comprenant qu'il était pour sa femme la représentation de son père, va se projeter ça va lui permettre de se déplacer et de quitter sa place. Ici, le fait de comprendre que l'observateur est fictionnel va aussi lui permettre de quitter sa place. Et pour quitter sa place, à sa place, il va mettre son nom. Et quand l'individu nomme son ADN, va prendre le nom qu'il porte, normalement c'est le nom du sujet, lorsqu'ici, au lieu de sa figure idéale, il va simplement mettre son nom, il va se produire un phénomène, c'est qu'à ce moment-là, il va voir apparaître effectivement dans un reflet qui est étudié donc dans l'académisme, il va voir apparaître à ce moment-là l'image de l'image réelle. Hein. Et il va avoir adopter, acquérir une troisième, si on peut dire, conception de sa réalité, si on peut dire. Or, nos expéditions jusqu'à présent nous ont mené à savoir qu'ici, nous avions le moi, en fait. C'était à l'issue du parcours du désir qui allait de l'appareil, c'est-à-dire de la mère, qui est pareil à l'autre, en passant par le nom, en passant par le sujet, nous arrivions ici au moi. C'est-à-dire que par la nomination de l'ADN, lorsque le sujet va donc assumer son nom et le porter donc en vis-à-vis de son ADN,
ce sujet, lui, va se redéplacer, va lui-même donc arriver, aboutir à une conception de son moi. La nomination de l'ADN l'identifie au moi. Alors, euh, tant que l'ADN est dans une éprouvette, dans un commissariat, ou dans un laboratoire, dans un hôpital, le sujet va rester, va dire, ben, c'est pas moi. Par contre, quand il dit non, non, cet ADN, je le conserve en mon nom et pas au nom de quelque autorité autre que la sienne, à ce moment-là, le sujet a donné une affirmation de son moi. Alors, euh, j'arrête le partage. On a un petit quart d'heure pour discuter de cette étape. Bon, on a vu comment on l'a construite, et puis après de nombreux autres webinaires. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose à préciser ou est-ce que je conclus les conséquences qui se révèlent donc à partir du moment où on a comme ça identifié la procédure de nommer son ADN? Vous pouvez conclure, hein, parce que moi, je suis dans le brouillard. Ah, ouais, c'est moi qui m'exprime mal, mais les schémas, je pense, devraient devraient l'exprimer. Ce que je vais conclure à partir d'un symptôme, à partir d'un symptôme. C'est que l'expérience montre, l'histoire le montre, qu'à partir du nom, que Jacques Lacan, la psychanalyse, on va dire, la psychanalyse, c'est pas Lacan qui a fait la psychanalyse, c'était le parisianisme, c'était Paris, c'était son époque. Lui, il a simplement été comme cette figure représentée, il a représenté son époque. Et son époque a euh, fait l'hypothèse que sortir ou évoluer de cette fondation paranoïaque de la connaissance humaine, c'est-à-dire de se croire vraiment exister de l'autre côté du miroir, hein, comme le petit bébé qui voit dans le miroir, il voit quelqu'un d'autre exister, c'est lui, et puis il croit qu'il existe. Pour sortir de ça, Lacan et la psychanalyse ont fait l'hypothèse que c'était le nom du père, que c'était en reconnaissant dans la parole de la mère le nom du père qu'on allait pouvoir euh, imaginer que le nom donnait corps à un désir de la mère. Et à partir de ce moment-là, la personne sortait de sa connaissance paranoïaque, puisqu'elle elle avait la possibilité de concevoir que c'était par les effets du nom qu'elle avait une connaissance, et non pas simplement par l'effet de sa place, d'être de l'autre côté du miroir. C'est parce que le miroir procurait, c'était comme une liste de noms, et dans le miroir, derrière ces noms, il y avait sa présence et sa possibilité d'exister. Or, Lacan, donc, il a fait cette théorie qui était donc mais qu'il a rattaché, évidemment, le nom du Père, c'était Dieu le Père, c'était la fonction du patriarcat, enfin, le paternalisme ou la fonction paternelle dans notre civilisation. Mais en faisant ça, Lacan n'a jamais, et il nous a caché beaucoup de choses, hein, il le faisait par technique, mais là, je ne suis pas sûr qu'il l'ait vraiment fait par technique. Il n'a jamais fait l'association, il n'a jamais dit que ce nom du Père, c'était le chromosome, c'était un chromosome, c'est ce chromosome Y. Ce que les familles transmettent, évidemment, c'est un nom, ça c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on entend, mais à partir de la science de celle qu'on vient de décrire, on sait que ce qui est transmis, évidemment, c'est un nom, d'accord, et on peut le retirer, le changer, mais ce qu'on ne changera jamais, c'est le Y qui est transmis. Et que par conséquent, sans le savoir, notre nom
transmettait quelque chose d'extrême, enfin notre nom du père, le nom de famille, le patronyme, transmettait quelque chose d'extrêmement réel. Or, ça n'a jamais été ni dit par Lacan, ni par aucun de ses élèves, ou si c'en est un, et s'il y en a eu un, c'est celui qui en est sorti du lacanisme et qui vous parle, et qui parle ce soir d'analyse plurielle, et comme on le disait, peut-être d'autres pulsions, d'une pulsion hiérarchique, etc. Mais à l'époque de Lacan, il y a eu toute une théorie fabuleuse sur les effets du nom qui était ce que je vous ai décrit dans le schéma, le fait de pouvoir avoir un nom et que un nom était transmis d'homme à homme et dans les familles, ça forgeait, ça permettait de donner une image du moi et de l'inconscient. C'était la théorie de Lacan que vous avez vue en schéma. Et ça a été fait en ne mettant jamais à la place de ce nom un chromosome, Y. Or, en vérité, c'est un chromosome beaucoup plus réellement que le nom du père. Ce nom du père, maintenant nous le savons, c'est un chromosome qui est à cette place. Alors, je termine donc comme ça. Je vous ai un petit peu éclairé, Denis, là, je vous ai un petit peu rassuré sur le bon Oui, sens. ça je comprends, mais le Voilà, reste, c'est... voilà, oui. Ben, nous voyons ici hein, donc l'étape lacanienne du nom du père. Là, quand on a mis au lieu, on avait le bonhomme ici, on avait le père ici, et on va mettre le nom du père. À ce moment-là, le sujet va se reconnaître dans le désir de sa femme, par exemple. Enfin, voilà, disons le moi va être identifié hein, si on rassemble toutes nos images. Mais ce qui s'est passé, c'est que Lacan n'a pas ça, c'est le mieux que nous puissions faire pour l'instant, comprendre les raisons de la conservation de l'ADN, mais euh, c'est tout à fait nouveau parce que nous étions arrêtés, nous étions à ça. Sinon, nous étions au lacanisme qui, au lieu du nom, avait refoulé le Y, et là nous avons le schéma de Lacan. Nous ne savons, le moi n'est pas identifié aussi. Par contre, dans la théorie de Lacan, ce qui est à l'extérieur, si, si donc on ne sait pas que le Y, si on refoule le Y, Lacan avait choisi le nom du père parce que c'est une dupe R, c'est une errance de dupe. Et à ce moment-là, lorsque nous n'avons pas compris que là nous avons notre nom, conserver l'ADN en son nom. Lorsque nous conservons notre civilisation au nom du Père, si on peut dire, mais sans savoir qu'il s'agit du Y, à ce moment-là, nous aboutissons, nous sommes bien à l'extérieur de la caverne, mais nous sommes dans une duperie, dans une errance que nous avons vue, et voici des effets du lacanisme. C'est eh bien, c'est le monde mythologique remis aux Jeux Olympiques, etc. Effectivement, on est sorti de la caverne, mais dans un sacré foutoir, parce que nous n'avons pas, nous sommes précipités dans une réduction du nom au Y en refoulant, en refoulant qu'il s'agisse du Y, nous n'avons pas reconnu le chromosome en notre nom. Nous avons reconnu dans le Y que ce fameux nom du père, hein, c'est-à-dire où on est resté dans une théorie qui n'était pas réaliste. Donc, voilà comment je termine ma démonstration, qui est certainement difficile à suivre, mais bon, enfin peut-être qui tient la route. Donc, disons, le lacanisme a raté le coche au moment où nous avions la possibilité de conserver notre ADN, que la génétique nous donne une identité génétique personnelle, individuelle. À ce moment-là,
le lacanisme a raté le coche et il nous a ramenés dans un refoulement de la génétique et en mettant à sa place, à la place du Y, en mettant simplement un nom fictif, le nom de Dieu, ou du Père, le nom du monothéisme, en refaisant donc en fait une espèce d'éloge du patriarcat avec une femme qui n'existe pas, etc. On en a l'histoire, hein. Donc, par contre, si on nomme si nous savons que le nom représente, d'abord que le patronyme, le nom du père, représente le Y, et que notre nom représente finalement, de la même manière, représente notre chromosome, à ce moment-là, nous avons une possibilité, si on rapplique le schéma, hein, sur nos quatre cases, on rapplique la femme et puis sa mère au niveau de l'appareil et la femme, nous avons une possibilité de reconnaître le moi, et en l'occurrence le moi de la femme, le, et, euh, et si nous remontons à l'hermétisme, nous savons que c'est cette Ève que j'ai appelée Ève O, mais qui est Hélène, qui est actuellement la femme, l'identité féminine qui est en train d'émerger. Les femmes ont un droit de vote depuis quelques dizaines d'années. On assiste à l'émergence et aux résistances de cette reconnaissance de l'ADN en son nom pour qu'on puisse en faire donc notre identité, qui donnera une identité aux femmes et qui soulagera les hommes d'une identité fictive d'un d'un- d'un patriarche. C'est un peu abstrait et en même temps c'est très concret, hein. Nous sommes vraiment dans des choses. Nous voyons qu'à ce moment-là, par exemple, cette femme ou cet homme donc à l'Élysée, qui ne fait justement pas de test ADN, et le foutoir dans lequel elle est, dans la dupère, enfin, il ou elle, nous sommes dans cette duperie et manifestement, c'est énorme de symptomatologie, c'est visible, c'est par obstruction de la nomination de son ADN. Mhm. Et si elle refuse, si l'État français refuse à sa population de nommer son chromosome, ben voilà, on en est à un monde un monde imaginaire, un foutoir, une errance et de duperie. Comme ça se démontre, comme ça. Voilà, il nous reste 2 minutes. Il y avait la question du cœur euh, qui été posée au départ, hein, et qui a été transformée en corps. Euh, bon, le cœur, c'est un organe que certains neurologues proche de l'hermétisme peut-être, mais enfin, ont identifié dans le cerveau à l'hypophyse, c'est-à-dire c'est effectivement une fonction hormonale, une fonction aussi, là on retrouve l'importance pas simplement de connaître le génome et son épigénèse, mais le génome qui donne des circuits synaptiques, qui donne des substances hormonales et qui est euh, donc cette hypophyse est tout à fait importante, hein. Le fait de nommer l'ADN ne veut pas dire que l'on passe outre la nomination enfin, ou le- la connaissance et l'industrie des, des synapses, hein.
Bon, nous sommes arrivés à 30, j'arrête l'enregistrement.